Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers, des plus discrets aux plus fascinants. Aujourd'hui, on parle d'un métier qui fait tourner les têtes et surtout les bobines. Camille est exploitante, gestionnaire, directrice. Difficile de mettre un seul mot sur celle qui a repris et qui fait vivre le cinéma L'Épée de Bois, niché rue Mouffetard. Depuis qu'elle l'a repris, la salle ne se contente plus de projeter des films, elle vit. Ciné-club, dégustation, café croissant, le cinéma est devenu un lieu de rendez-vous autant qu'un écran. C'est ici que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux pour la première fois, là où d'autres ont pleuré devant La Vie est belle, ou ont eu le cœur qui bat un peu plus fort devant Quand Harry rencontre Sally. Voici ce que c'est être exploitante de cinéma. Je m'appelle Camille Labbé, j'ai repris l'Épée de Bois en février 2024, donc ça fait 2 ans que je suis exploitante de cinéma, même si ce nom de métier est pas joli. Mais le métier derrière est magnifique. Voilà, et j'aime bien le nom, en anglais c'est exhibitor, donc Ouais. exhibit, montrer quoi. Ouais. Alors racontez-moi, comment êtes-vous devenu propriétaire du cinéma de l'Épée de Bois ? Est-ce que c'était un rêve ancien ou une rencontre inattendue avec le lieu ? Alors, donc j'avais le projet de reprendre un cinéma depuis 2 ans, au moment où ça s'est concrétisé avec l'Épée de Bois. Mon dernier poste, c'était dans une mutuelle santé, une start-up qui s'appelle Alan. Et quand j'étais chez Alan, j'avais pas mal envie d'entreprendre. J'avais eu déjà des petits projets d'entrepreneuriat, plutôt e-commerce, mais j'étais très cinéphile. J'ai toujours beaucoup aimé la salle de cinéma, le contact avec les gens. J'avais travaillé un peu dans l'événementiel où il y a quand même quelques similitudes, et notamment un peu l'événementiel dans un cinéma et dans un lieu culturel. Donc c'était voilà, il y avait quand même cette dimension d'accueil d'un public qui vient pour une activité culturelle. Et mes parents, quand j'étais petite, avaient un cinéma. Donc ça a évidemment joué, même si quand j'étais lycéenne ou étudiante, je ne m'étais jamais dit que je ferais ça comme métier. Mais voilà, en vieillissant, ce projet a mûri et c'est devenu une envie et un objectif. Et c'est comme ça que j'ai amorcé les recherches pour reprendre un cinéma. Et l'idée, c'était de reprendre un cinéma à Paris. C'était pas nécessairement l'Épée de Bois, parce que il y a pas de cinéma avec écrit à vendre, comme on voit parfois les restaurants ou fonds de commerce à céder. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu pris mon bâton de pèlerin et que j'ai toqué à toutes les portes. J'avais fait un fichier Excel avec tous les cinémas indépendants parisiens et je les ai contactés tous un par un en essayant de trouver la bonne personne à un rythme de, je dirais, tous les 3 mois, puis après tous les 6 semaines. Après, certaines personnes me disaient bon, c'est bon, ce qu'on fera, c'est qu'on vous appelle si jamais on vend, mais ne nous recontactez pas d'ici là. Et ça s'est enclenché avec l'Épée de Bois et ça s'est fait comme ça. Et je suis vraiment la plus heureuse que ce soit fait avec l'Épée de Bois, parce que d'être rue Mouffetard, dans ce quartier qui est plein de vie, qui est plein d'une vie très riche. À la fois, il y a beaucoup de résidents, il y a du tourisme, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes. C'est un quartier où il y a encore des familles. Il y a une chaleur aussi entre les différents commerçants. On a un esprit un peu de village et franchement, je suis trop contente d'être ici. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du cinéma L'Épée de Bois ? Oui, bien sûr. Alors, l'Épée, c'est un cinéma qui fêtera ses 50 ans en 2028. Donc, il a ouvert en 78. Et initialement, avant de devenir un cinéma, ça avait été un petit peu un théâtre. Et dans le cadre d'un projet immobilier, le théâtre avait été fermé. Et c'est Madeleine Hartmann qui, à l'époque, s'était dit je vais racheter ce qui était le sous-sol et le rez-de-chaussée de ce nouveau projet immobilier pour en fait faire un cinéma. Elle était réalisatrice, elle avait du mal à trouver des salles pour accueillir ses films, et puis elle était très copine avec Varda, etc. Et elle s'est dit voilà, on va faire
on aura notre cinéma, quoi. Enfin, ce sera et c'est comme ça que l'épée de bois est née. Et l'épée de bois, depuis lors, a 2 salles, a toujours été classée à réessai. Voilà, ça veut dire qu'on passe des films qui ont ce classement à réessai. Et voilà, en fait, la structure que vous voyez, c'est très fidèle à ce qu'est l'épée de bois aujourd'hui. Ok. Et comment définiriez-vous l'ADN de l'épée de bois pour quelqu'un qui ne le connaît pas? L'ADN de l'épée de bois, alors donc on est là, on connaît pas l'épée de bois et je devais présenter le cinéma, donc on est sur un petit cinéma avec 2 salles, 75 et 65 fauteuils, donc ça donne déjà une dimension importante de notre identité qui est qu'on est quand même à taille très humaine. On propose une programmation de films de continuation, donc c'est-à-dire des films qui sont sortis en salle, en sortie nationale il y a 4-5 semaines en moyenne. C'est un peu le second souffle des films qui décrochent des salles en sortie nationale, des multiplex par exemple. Et on a aussi une composante très importante de films de répertoire, donc films plus anciens, de patrimoine. On est sur un cinéma beaucoup d'évasion, assez feel good aussi, de divertissement. L'épée, c'est un cinéma voilà où on a envie que les gens se retrouvent et s'évadent un peu. C'est un peu une fenêtre voilà sur autre chose que notre quotidien, disons. Et c'est une question qui m'obsède beaucoup, qui est celle de la programmation du cinéma. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on choisit de programmer un tel film plutôt qu'un autre? Comment se passe la partie programmation en gros? Alors, c'est une bonne question. Donc la programmation, donc il y a plusieurs éléments. C'est déjà tous les lundis matins, les exploitants, donc les personnes qui s'occupent des salles de cinéma ou les programmateurs des salles de cinéma, communiquent avec les distributeurs, qui sont un peu les ayants droit et qui s'occupent des plans de sortie pour les films. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple très concret, lundi matin, je demande à Gaumont si le match du Kremlin peut commencer la continuation à l'épée de bois, et Gaumont me dit oui, c'est bon. Voilà, c'est comme ça, parce que et pourquoi le match du Kremlin? Parce qu'il s'avère qu'on nous l'a pas mal demandé, nous, à l'accueil du cinéma, donc on essaie d'être très à l'écoute des demandes aussi. On essaye aussi de repérer ce qui va plaire à notre public, qu'on connaît quand même assez bien. Parfois, nous, on a des coups de cœur dans l'équipe. Par exemple, Laurent dans le vent, récemment, c'est un film qu'on avait vraiment apprécié et qu'on avait envie de proposer. Donc voilà, il y a ça. Il y a parfois des choses qu'on a envie de proposer, mais qu'on n'arrive pas à proposer parce que ça se cale pas bien dans le plan de sortie d'un distributeur ou on n'a pas de place parfois. Enfin, là, en ce moment, il y a tellement de films bien, mais nous, on a que 2 salles et on propose déjà en moyenne 25 films par semaine, donc c'est énorme. On est capé dans nos capacités déjà par évidemment nos amplitudes horaires, hein. On est déjà ouvert en moyenne de 11h à 23h, donc c'est 7 jours sur 7. On change de film dans les 2 salles, c'est-à-dire qu'un film passe maximum une fois par jour à l'épée de bois. Et on est aussi limité par nos capacités techniques, donc on a des serveurs qui ont une mémoire, enfin voilà, donc on peut pas. C'est difficile de faire 60 films par semaine dans 2 salles, quoi. Et puis on donne aussi des garanties aux distributeurs, c'est-à-dire par exemple là on propose Hamnet, il est sorti il y a pas très longtemps, il est en train de tout gagner au BAFTA. L'idée c'est qu'on fasse au moins une séance par jour, quoi. Enfin, on va pas le mettre une séance par semaine, c'est normal. Et après, pardon, j'ai oublié, il y avait la dimension aussi de la programmation des séances spéciales des ciné-clubs, où là ça va être donc chaque personne de l'équipe de l'épée de bois a son ciné-club déjà, donc là c'est chaque personne qui réfléchit à sa programmation dans un thème donné. Les premiers films par exemple, les comédies musicales, des films qui portent un peu sur tout ce qui est l'univers de la table, de la restauration, du partage de la nourriture. Voilà. Et donc là c'est plus fléché, il y a un film d'Ariane sur les séances spéciales. C'est assez chouette. Et vous, du coup, c'est quoi votre ciné-club? À vous, Camille? Moi, c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment je gère l'ensemble de l'épée. Ok. Et ça se voit que vous avez travaillé dans l'événementiel parce que c'était ce que je vous disais tout à l'heure. C'est impressionnant, tous les événements qui sont construits autour du cinéma. Et je voulais vous parler d'une initiative que vous avez lancée qui est Croissant et Cinéma. Quelle est l'idée derrière ce cycle du dimanche matin et comment le public y répond?
Alors, super, je suis trop contente que vous me parliez de croissant et cinéma parce que quand j'ai repris l'épée, j'avais très très envie qu'on diffuse l'idée que l'épée c'est chaleureux. Je vais à l'épée et c'est cosy, c'est chaleureux, je m'y sens bien, je me sens voilà. Et le petit déjeuner et les viennoiseries, je trouve que c'est une dimension hyper importante du bien-être. On est assez gourmand. Et il s'avère que donc rue Mouffetard, il y a Morange qui est un boulanger iconique, enfin star qui fait des viennoiseries incroyables. Et donc tous les dimanches matins, on va chez Morange, on fonctionne avec eux. Et c'est donc les viennoiseries toutes fraîches du matin de chez Morange qu'on propose à l'épée de bois. L'idée c'est que chacun peut prendre son petit déjeuner avec un café dans la salle. Voilà, il y a pas de, c'est-à-dire qu'on se déculpabilise de dire mais les croissants ça fait des miettes et tout. Déjà franchement c'est très impressionnant de voir la propreté de la salle après croissant et cinéma. Enfin, c'est très agréable en fait quoi. En plus on a éditorialisé ces séances croissant et cinéma. C'est toujours des films cultes. Vous aviez vu Le Seigneur des Anneaux, on est fan. Donc là, je dirais pas que Le Seigneur des Anneaux c'est feel good, mais on difficilement faire plus culte. Et en revanche, on fait aussi beaucoup de films assez légers. Là, le dernier dimanche, c'était La folle journée de Ferris Bueller. Donc là, c'est complètement de la comédie. Et donc ces séances qui ont commencé très timidement, quand j'ai repris l'épée de bois, c'était jamais ouvert le matin. Mmh. Et très vite, on a ouvert le dimanche matin, puis samedi et dimanche matin. Le samedi, on propose pas encore les viennoiseries, mais en fait, les viennoiseries, l'idée, c'est quand même toujours d'articuler un peu la proposition autour de la cinéphilie. Donc c'est important qu'il y ait les viennoiseries, mais je trouve aussi une offre de cinéma un peu éditorialisée et mine de rien c'est beaucoup de travail et donc là on n'a pas vocation d'ailleurs à le faire le samedi matin pour l'instant. Mais le dimanche a commencé timidement, donc déjà le temps que le public se dise c'est ouvert le dimanche matin maintenant. Mais trop sympa, il y a le petit-déj. Et en fait, petit à petit, je dirais qu'on avait en moyenne une dizaine de personnes au début. Et là, en moyenne, on a une 50aine de personnes par séance le dimanche matin à 10h30. Donc là, c'est des séances... Ouais, c'est super, quoi. L'ambiance, elle est géniale. Je trouve ça trop chouette. On avait proposé, c'était tout début 2025, juste après Noël, Jurassic Park. Et il y avait un monde, mais c'était génial. Plein de fans de Jurassic Park avec des t-shirts Jurassic Park et tout. Et plein de gens s'étaient offerts croissant et cinéma en Secret Santa. Et donc, c'était trop sympa. Et donc, voilà, cette séance-là du dimanche matin, où c'est complètement facultatif par ailleurs de prendre un croissant ou un pain au chocolat et un café, c'est au choix libre à chacun. On fait un tarif préférentiel sur toutes les séances qui débutent avant midi, on est à 5,90. Donc il y a aussi quand même une proposition tarifaire qui peut séduire, qui est intéressante. Et voilà, et on a vraiment vu cette séance devenir un peu un rendez-vous bien identifié. Et il y a un autre événement que vous avez mis en place que je trouve trop chouette aussi, c'est Gourmépé. Ouais. Comment est-ce qu'est venue cette initiative et comment vous avez réussi à impliquer les commerçants du quartier? Parce que c'est aussi une initiative de quartier assez chouette. Ouais, tout à fait. Vous me demandiez si j'avais un ciné-club, celui que j'ai monté, je pense que ce serait peut-être Gourmépé. Avant de reprendre l'épée, c'était un ciné-club que j'avais déjà très clairement en tête. Donc, l'idée, c'est de proposer des films qui abordent les thèmes de la table. Le partage donc de la nourriture, le monde de la cuisine, les métiers de la restauration. Voilà, une proposition assez large autour de cette thématique. C'est tous les derniers lundis du mois. On fait juste une pause en juillet et en août. Et l'idée est venue en regardant un peu ce qui se faisait dans les cinémas anglo-saxons. D'ailleurs, un peu similitude avec Croissant et Cinéma. L'idée, c'était un peu de se décomplexer de manger en salle.
il y a un truc très fort, hein, et moi je l'ai vu beaucoup auprès de mon public au début. Hein, il y avait beaucoup de réticences, beaucoup de doutes sur le fait qu'on puisse manger dans une salle de cinéma et que ça parasite pas le film, quoi, que ça gêne pas l'expérience de spectateur. Et en fait, en pensant bien les choses, ça parasite pas du tout. Au contraire, ça apporte une autre dimension. Et donc là, Gourmet-P, on propose des encas, un encas salé, un encas sucré. Il y a un supplément de 9 € sur le prix du billet. Donc c'est une carte UGC, c'est carte UGC plus 9 € ou tarif réduit plus 9 €. Enfin voilà. Et donc pour ces 9 €, il y a un encas salé, un encas sucré avec qui a été pensé avec un chef. Ah oui, je vous montrerai, j'ai tous les menus. Ou un artisan, ou voilà une restauratrice du quartier, et le film entre en résonance avec ce qu'on a préparé. Donc là, le plus récemment possible, on a proposé lundi soir La Petite Cuisine de Mehdi, un film de Amina Djina, et avec Le Petit Souk, qui est une épicerie orientale traiteur dans le 13e, on a proposé une coca algérienne et un macroud. Et en fait, le film La Petite Cuisine de Mehdi, c'est l'histoire d'un chef qui travaille dans un bistrot qui propose de la cuisine plutôt française et qui va introduire dans sa cuisine en fait ça un peu de son histoire familiale, un peu de ses racines algériennes, et donc l'histoire, c'est une comédie, l'histoire est très 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 chaleureuse, très drôle, et il y a cette dimension cuisine qui est hyper forte, donc c'était parfait pour notre ciné-club. Et voilà, et donc là on a proposé des mets algériens. Alors là, en l'occurrence, La Petite Cuisine de Mehdi, les plats qui sont proposés dans le film sont des plats hyper travaillés. On parle beaucoup du couscous. Et ensuite, un plat qui devient phare, c'est la blanquette de veau à l'oranaise. Parce qu'il y a toute cette thématique de proposer un plat français en ajoutant une touche de ses racines algériennes, des racines algériennes de Mehdi. Et du coup, nous, compliqué, blanquette de veau à l'oranaise, dans une salle de cinéma. Comme je le disais, l'idée, c'était aussi de composer avec la salle de cinéma. Donc là, on a proposé des mets algériens qui sont très faciles à manger avec les doigts, pas bruyants, pas salissants. On les propose dans des boîtes exprès qui font pas de bruit. Ouais. On va pas proposer un papier sulfurisé hyper bruyant, voilà. Mais parfois, sur certains films, on arrive à vraiment faire de l'écran à la bouche, en fait. C'était le cas pour Le Voyage de Chihiro. Dans Le Voyage de Chihiro, il y a une scène très précise où non, j'ai un trou. En tout cas, Chihiro reçoit un onigiri blanc qui entraîne chez elle énormément d'émotions. D'abord, ça la fait pleurer, puis ça la réconforte. Et là, vraiment, avec Tomoko, donc qui est la chef de la restaurant-pâtisserie Kawakami, qui est à 3 minutes à pied d'ici, avait préparé l'onigiri blanc de Chihiro. Et alors là, c'est trop drôle parce que dans le public, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui, dès qu'elle reçoit les encas, mange. Donc les encas, on les distribue avant le film, avant de faire un petit mot d'introduction. Et l'école qui attend de voir l'onigiri à l'écran pour déguster en même temps que Chihiro l'onigiri. Ça, j'adore, je trouve ça trop drôle. Mais moi, ce que j'adore aussi, en plus de l'idée, c'est les menus. Voilà. Ils ressemblent à des marque-pages. Ouais. Donc, on pourrait les garder. C'est ça. Ils sont extrêmement beaux. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et on a un public très fidèle sur nos ciné-clubs en général, et notamment sur Gourmet-P. Et c'est devenu un peu un objet de collection. Donc, ça nous fait super plaisir. En plus, je me dis que comme idée de date, ça doit être génial. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et c'est génial toute cette programmation et cette vie de quartier que vous êtes en train de créer, et je voulais savoir quel impact ça a eu sur la fréquentation et sur la relation avec le public. Alors, donc sur la fréquentation, alors pour donner un exemple concret, entre 2024 et 2025, à l'Épée de Bois, on est à peu près à plus 6% d'entrée. Donc on est en augmentation légère. Au regard du marché des salles à réessai indépendantes parisiennes, on est dans la moyenne. C'est-à-dire que
le marché national a plutôt été en déclin. Donc tout ce qui va être ce qu'on appelle les cinémas généralistes qui proposent les sorties nationales, eux ont plutôt décliné en 2025 par rapport à 2024, qui avait été une année très très forte. Par ailleurs, pour ces salles, en raison de Comte de Monte-Cristo, un petit truc en plus qui avait été des très forts succès. En fait, déjà, les salles indépendantes à réessayer, on est un petit peu plus résilient, je pense, à ces fluctuations. On n'a pas bénéficié du gros push Comte de Monte-Cristo, un petit truc en plus, parce que c'est pas forcément les films qui se retrouvent dans nos salles. Mais néanmoins, on a moins senti cette baisse à l'année qui a suivi. Donc, là, l'épée de bois, pour revenir à la situation de l'épée de bois, on est à plus de 6%, ce qui est chouette, mais que je relativise par le fait que, bon, sur la moyenne des salles comparables à l'épée de bois, en fait, c'est normal. Enfin, voilà, c'est dans la lignée de ce qui se passe pour les autres salles à peu près. Et il faut savoir qu'on a fait beaucoup plus de séances. On a ouvert beaucoup plus le matin en 2025 par rapport à 2024, y compris en semaine. Alors, c'est pas des séances très fortes, les matinées de semaine, évidemment. Les gens travaillent, les gens sont occupés. Mais voilà, on a quand même fait plus de séances et beaucoup plus d'événements. On a installé 2 nouveaux ciné-clubs, donc voilà, plus d'événementiel aussi, un nouveau festival, 2 nouveaux festivals. Donc voilà, bref, beaucoup plus de politique d'animation. Donc voilà, au regard de tous ces efforts investis, cette hausse, elle est à relativiser. On en est très content, mais voilà, on veut continuer à progresser, et c'est vrai qu'on a des coûts de fonctionnement très très importants, et qui dit événement dit aussi plus de besoins, plus d'investissements. Donc voilà, on ressent depuis qu'on a insufflé un peu une nouvelle énergie dans notre cinéma, une hausse des entrées. On a énormément de compliments aussi. Ça n'a pas de prix. Enfin, ça nous motive énormément quand notre public nous dit mais ça fait longtemps que j'étais pas venue, mais tout a changé. En fait, on a refait les peintures, refait les toilettes, refait la moquette, mais ça se voit vite. Ça marque. Ça c'est chouette d'avoir mis ce petit coup de neuf aussi. Donc voilà, on a des retours très positifs. On est en croissance. Mais voilà, c'est en fait c'est un travail de très long terme, que le public, au-delà de la rue Mouffetard et de notre quartier très proche, intègre que l'épée de bois a changé, ou même que l'épée de bois existe, parce que faut pas oublier que Paris, c'est la ville la plus richement dotée en salles de cinéma, donc c'est aussi assez concurrentiel. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres formats d'événements que vous aimeriez développer? Oh là oui. Alors, le rendez-vous que j'ai vraiment envie d'installer, comme on a pu installer d'autres ciné-clubs en 2025, là en 2026, c'est le Ciné-Quiz. Okay. C'est une soirée où il n'y a pas de film, mais où la cinéphilie est plus que présente, puisque c'est vraiment tester ses connaissances en cinéma dans une ambiance hyper conviviale, en salle de cinéma. C'est un quiz, c'est une soirée qui dure entre 1h40 et 2h. Et on peut jouer seul et jusqu'à une équipe de 5. On a déjà eu 3 ciné-quiz, si je dis pas de bêtises. Au moins 2, c'est sûr, peut-être 3 en 2025. Les soirées se sont hyper bien passées, les retours ont été trop positifs. C'est une soirée qui demande énormément de travail de préparation. Mais franchement, les retours étaient tellement bons. Donc voilà, là c'est un rendez-vous qu'on voudrait vraiment instaurer parce que c'est encore assez peu connu, encore assez confidentiel. Donc il y a le ciné-quiz que j'aimerais développer. Et après, moi j'aimerais bien développer à l'épée. Alors sur la programmation, en 2026, on va aussi injecter plus de patrimoine. On ressent vraiment cette demande. Donc, plus de films de patrimoine, un peu moins de films de continuation. Avec des cycles et des séances ponctuelles complètement hors cycle. Là, exemple, on a eu Thelma et Louise de Ridley Scott pendant 2 semaines et c'était complet quoi. Mais et tous les âges, un public super content de découvrir ou revoir pour la énième fois Thelma et Louise, et c'est vraiment trop bien. Et c'était pas du tout dans un cycle quoi. C'était vraiment juste on a proposé Thelma et Louise. Donc voilà, donc il y a ça qu'on veut étoffer. Et après, sur la partie
food and beverage. Donc la partie nourriture, on aimerait bien développer le snacking un peu plus snacking. Je vais au ciné, j'ai pas le temps de dîner. Je sais qu'à l'épée, je vais trouver des trucs trop bons, artisanaux et tout. Donc là, exemple concret, on va proposer, c'est le 20 mars, La Mélodie du Bonheur avec Julie Andrews dans le cadre du ciné-club Enchanté qui est consacré aux comédies musicales. Le film dure 2h40. Oui, il est assez... Ouais, il est long. Enfin voilà, au moins 2h30. La séance sera à 19h15. Ça nous amène à 22h30. Donc voilà, on est pile sur l'heure du dîner. Et ben là, on est en train de travailler avec des artisans ou des chefs pour proposer des produits finger food, pas salissants, à proposer à l'achat dans le hall de l'épée pour ceux qui veulent. Donc on a pensé au bretzel de la petite Alsacienne, je sais pas si vous connaissez, trop bon, trop sympa quoi, un bon bretzel en allant au ciné. Et on travaille beaucoup avec Antam qui est tout près d'ici. La chef Marie est c'est trop forte quoi, c'est trop bon ce qu'elle fait. On a déjà fait des gourmets avec elle et elle propose beaucoup de, aussi bien en salé qu'en sucré, de choses qui se mangent très facilement avec les doigts. Ça peut être une part de cake, ça peut être un muffin salé, ça peut être des délicieux cookies sucrés. Donc voilà, donc là pour la Mélodie du Bonheur, on va essayer de proposer cette offre et c'est un peu des tests, on voit si ça marche et si ça marche, on aimerait bien proposer plus. Ok. Et ce que je trouve assez impressionnant dans ce que vous dites, c'est que, en fait, vous commencez à travailler avec plein de lieux autour, plein d'artisans. Comment se construit cette relation et comment est-ce qu'ils réagissent quand c'est un cinéma qui vient les voir pour leur dire j'ai envie de proposer de la bouffe au sein du cinéma? Hyper bien, franchement, c'est trop chouette. Hein. On a que des bons retours, que de l'enthousiasme. Et franchement, l'ambiance Rue Mouffetard, elle est hyper chaleureuse. Et en fait, c'est ça que j'adore aussi dans notre métier et dans les métiers du cinéma, c'est que grâce au film, on aborde tellement de choses différentes que c'est incroyable le nombre de partenariats qu'on peut développer. Donc par exemple là, on participe pour la deuxième fois à un festival qui est porté par l'Association des cinémas indépendants parisiens. Le festival s'appelle VERT, un nouveau cinéma, VERT. Petit clin d'œil, voilà. C'est pour ça porte sur l'écologie. Et du coup, on va proposer, nous, le film Amour Apocalypse, d'Anne Edmond. C'est une comédie un peu grinçante québécoise. Et c'est en avril. Et là, à la suite d'Amour Apocalypse, on va faire ce qu'on appelle un green dating avec plusieurs professionnels. Donc le film parle beaucoup de l'éco-anxiété. Donc il y aura Pierre-Éric Sutter qui est un psychologue spécialiste de l'éco-anxiété. Et il y aura Hervé, qui est le fleuriste de Zinc de Fleurs, juste en face, qui viendra pour nous parler d'un sujet plus léger, qui est comment fleurir nos bords de fenêtres parisiennes, et pour les plus chanceux, nos balcons, et installer des plantes mellifères, donc les plantes qui ont un bon pollen, qui sont voilà des plantes amies des abeilles, disons. Voilà, donc Hervé, Zinc de Fleurs, improbable, voilà, mais c'est trop chouette. On avait fait 20 dieux, ce film super qui parle d'un jeune qui veut gagner un concours du meilleur comté, pour la faire courte. Et on avait fait une dégustation de comté avec Roland Rousselet, qui est l'affineur fromager, qui est pareil, juste en face de l'épée. Et c'était génial. Enfin, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est incroyable. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, vous travaillez bien avec tout ce qui est commerçant du quartier. Et comment est-ce que, quel rôle un cinéma de quartier commence à jouer dans la vie de quartier, dans une rue comme celle aussi emblématique que la rue Mouffetard? Alors, pour moi, c'est un rôle. Le cinéma, et peut-être les lieux culturels plus généralement, ont un rôle très très important localement. Enfin, pour moi, l'ancrage local, il fait partie intégrante de notre métier. Je ferais pas le même travail si j'étais à Auxerre. Je dis n'importe quoi, je viens d'Auxerre, mais je ferais les choses un peu différemment. Enfin voilà, on compose aussi avec notre ancrage local. Donc la rue Mouffetard, c'est marrant, mais je vous disais que j'avais pensé à Gourmet avant de reprendre l'épée de bois. Il s'avère que je pense qu'il n'y aurait pas eu meilleur quartier pour développer un ciné-club autour de la nourriture, parce que là on est
entouré de commerces de bouche, de jeunes restaurateurs et de jeunes restauratrices qui créent plein de choses, donc on a une chance folle. Donc ouais, dans cet ancrage local, il est très important. Il est très important aussi auprès de notre public. On a des personnes qui viennent quasi quotidiennement et on est hyper heureux de les accueillir. En fait, elles sont pas du tout anonymes quand elles viennent. Enfin, on s'appelle par nos prénoms. Voilà, on prend des nouvelles. C'est important en fait de pas être anonyme quand on vient tous les jours quelque part, et c'est normal. Enfin, ça fait partie des métiers d'accueil. Voilà. Et la spécificité quand même des cinémas, et ça, pareil, beaucoup de synergie avec la restauration. On est ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert tard le soir, rue Mouffetard, quand tous les commerces voisins ferment à 20h, 20h30, bon bah il reste la lumière de l'Épée de Bois et la lumière du Tournebride qui est le café à côté. Et en fait, ça aussi c'est très important. Enfin moi c'est pour ça que je trouve que les cinémas, les théâtres, les restaurants sont clés dans des villes parce que c'est la lumière la nuit, quoi. Vous nous avez parlé de la séance du voyage de Chihiro, mais je voulais savoir si vous avez un souvenir marquant d'une séance ou d'un cycle où vous avez vraiment senti qu'il y avait de la communauté ou une émotion partagée qui se créait. Ouais, alors bah là, le premier souvenir qui me vient, c'est un gourmet P, c'est le gourmet P qu'on a passé pour Noël, qui est La vie est belle. Donc c'est un film de Frank Capra des années 40. Et qui est assez dur. Dès que j'entends la musique, je me mets à pleurer. Oui, voilà, il est hyper émouvant. Ce film n'est pas lié du tout à la nourriture, pour le coup. Il arrive, voilà, ponctuellement que pour Gourmet P, on s'excentre un peu de cette thématique pour proposer un film différent parce que en fait, on avait envie. Et donc, pour la petite histoire, La vie est belle, on l'avait déjà proposé en 2024. Et on s'est dit, en fait, on va en faire le Gourmet P de Noël chaque année parce que ce film est trop beau et que c'est pas bien méchant de le voir une fois par an. Déjà, première chose, j'ai été hyper touchée de voir qu'on avait des gens qui étaient venus l'année dernière, qui sont pas des grands habitués de Gourmet P, mais qui sont des fans de Capra, je pense, et qui sont revenus pour It's a Wonderful Life. Donc ça, première chose, ça m'a beaucoup touchée. Et avec un ciné-club comme Gourmet P, on a un public qui vient, qui n'est pas forcément attiré initialement par la cinéphilie, mais plus par la gourmandise. Et ça, c'est très chouette aussi. Et là, il y avait un grand groupe de jeunes de 18-20 ans, une dizaine de jeunes qui me disent mais ouais, nous on adore Gourmet P, mais là franchement, film en noir et blanc des années 40, un petit peu chiant quoi. Et je leur dis bon bah ouais bah vous me direz ce que vous en avez pensé en sortant. Et alors ils sont sortis les yeux rougis en mode bon, c'était trop beau ce film, etc. Et en plus, eux m'ont dit, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas senti cette énergie humaine. Il y a une communion en fait très forte quand on voit des films comme ça touchants dans la salle. Bon bah voilà, ça m'a. En fait, quand on a des retours comme ça, quand on a amené quelqu'un à voir un film qu'il n'avait pas très envie de voir forcément a priori et qui ressort et qu'une petite fenêtre s'est ouverte dans sa tête, bah voilà, ça justifie toutes les difficultés par ailleurs de notre métier, quoi. Ouais. Et justement, c'était ça la prochaine question. Vraiment devenu. C'était pour parler des grands défis et difficultés d'un cinéma indépendant aujourd'hui, qu'il soit technique, culturel ou autre. Alors, des difficultés qui doivent probablement être communes à tous les cinémas indépendants. Enfin, tous les cinémas d'ailleurs, qu'on soit à Paris ou en province, grande ville ou petite ville, c'est déjà la gestion du site. Voilà, il y a un WC qui est en panne. Hier, j'ai fait de l'électricité toute la matinée pour remplacer un spot. En fait, on est en permanence dans une tension entre les besoins et les coûts. On ne fait pas ce métier pour devenir riche, en tout cas pas à notre échelle là. Et là, nous, les coûts de fonctionnement sont vraiment très importants, donc on venait essayer de faire beaucoup de choses nous-mêmes, par souci d'efficacité des coûts. Donc c'est quand même difficile, hein, ça implique d'être je pense tout le temps les hommes orchestres dans Mary Poppins, la scène d'ouverture, le mec qui fait à la fois des cymbales, de la grosse caisse, de l'harmonica, et je me dis mais en fait c'est le métier d'exploitant quoi. Il faut tout savoir faire. Et ça c'est un vrai défi, c'est hyper fatigant en fait.
En fait, on a réparé un truc et le lendemain, il y a un autre truc qui est cassé et mais c'est à la fois un peu une rançon du succès parce que si les choses s'usent, c'est qu'il y a du monde, donc c'est très chouette. Mais voilà, c'est fatigant, hein. Ça demande de l'énergie. On est ouvert tout le temps. En fait, il faut penser à tellement de choses. Enfin voilà, le lundi matin, c'est la programmation et un peu tout au long de la semaine, on a des journées qui se suivent et ne se ressemblent pas. Alors c'est à la fois très chouette et aussi à la fois parfois pareil très exigeant. Et puis voilà, c'est un marathon. Enfin, en fait à l'épée on ne ferme jamais et donc on est un peu. Moi j'ai le sentiment d'être en astreinte permanente. Enfin, ça fait partie de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat spécifiquement où en plus on a un lieu physique par rapport au e-commerce que j'avais pu avoir. Pas du tout la même histoire. Hein. Il y a d'autres difficultés dans le e-commerce, hein, bien sûr, mais voilà, avoir quand même un lieu ouvert 7 jours sur 7, 24/24 qui accueille du public, c'est quand même assez spécifique en termes de responsabilité, en termes de charge mentale. Et pour la programmation, sur les défis, alors ça sera beaucoup plus une réponse qui est liée à Paris. On est dans une situation de très très forte concurrence. Donc les difficultés, elles vont être plurielles sur la programmation, c'est que il faut déjà réussir à construire son identité, voilà, de dire voilà, l'épée de bois, je vais plutôt retrouver ça, et alors à l'espace Saint-Michel, je vais plutôt retrouver ça, et au Saint-André-des-Arts, je vais plutôt retrouver ça. Par exemple, le studio Galant, ils ont une identité hyper forte autour du Rocky Horror Picture Show, ça c'est génial, et en fait ça a été une façon de se construire aussi, de se distinguer. Le Grand Action, ils ont une identité, leur programmation, on va dire là je vais voir les grands films US, beaucoup de films américains, enfin voilà. Donc il y a ça comme défi, d'essayer de tirer un peu son épingle de l'offre, de que le public se dise ça je l'identifie, ça c'est l'épée de bois, c'est ça. Il y a la difficulté de parfois on en a un film mais on l'a pas parce qu'il est juste à côté, que le distributeur veut laisser l'exclusivité. Les stratégies de sortie, c'est parfois un peu éviter de diluer trop. Donc parfois c'est frustrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme difficulté? Après nous on a des difficultés, mais ça c'est très spécifiquement lié à l'épée de bois. C'est ce que je vous disais, c'est le fait qu'on se sent parfois on manque de salles, quoi, on manque de place. Ça c'est parce qu'il y a une offre pléthorique de films aujourd'hui. Ouais, voilà, hein, l'offre elle est c'est assez concurrentiel et c'est concurrentiel sur plein de choses aussi, même les scolaires, accueillir les écoles, et ça les écoles c'est un travail qu'on adore faire, qui est hyper important, l'éducation aux images des jeunes, des enfants, et aussi d'un point de vue plus économique, plus entrepreneurial, c'est des séances le matin en semaine, donc c'est toujours positif, quoi. On accueillir du public le matin en semaine, c'est des séances qui sont difficiles à faire marcher. Comment fonctionne l'équipe au quotidien et c'est qui les personnes qui font vivre le lieu avec vous? Alors, on est 4 à faire vivre le lieu aujourd'hui et on s'organise. En fait, comme on est ouvert en moyenne au moins 70 heures par semaine minimum, on s'organise par shift, on dit. Hein, donc, voilà, la personne qui ouvre, qui fait la matinée, ensuite la personne qui arrive l'après-midi, qui fait la soirée, voilà. Donc ça c'est vraiment l'épée vit grâce à une équipe qui est assez dévouée, et comme encore une fois dans les métiers de la restauration et comme dans plein de métiers d'ailleurs en fait qu'on oublie parfois, on travaille aussi quand les gens profitent. En tout cas les métiers de bureau plus classiques, donc on travaille le soir, on travaille le week-end. Donc voilà, on essaie aussi de composer avec ça, de s'organiser au sein de l'équipe. Et voilà, et on est une équipe qui est là depuis 1 an. Enfin, donc moi j'ai repris l'épée de bois il y a 2 ans pile, et l'équipe qui est avec moi, il y a une personne qui est arrivée il y a bientôt 2 ans, et deux personnes qui sont arrivées il y a 1 an. Alors là, on est dans votre bureau, ouais, qui est vraiment très beau parce qu'on sent l'âme du cinéma. Une vue sur Paris sublime. On est au sous-sol, c'est pour ça. Mais alors, j'avais une première question. Là, c'est vraiment plus de la curiosité. Où deviennent toutes les affiches de films? Alors, nous déjà à l'épée, on en reçoit peu. Il faut savoir que donc on reçoit
pour un film qu'on montre, en général, on reçoit une grande, une petite, ou soit l'une, soit l'autre. Donc très souvent, ces affiches-là, comme on en a qu'un exemplaire, on le garde. On le garde à des fins de réaffichage, parce que là, par exemple, je dis n'importe quoi, le Jim Jarmusch, c'est très possible qu'on fasse une rétrospective Jim Jarmusch, donc on garde l'affiche pour la remettre. Il y a Perfect Days, voilà, c'est un film qui a conquis notre cœur, c'est le prix du jury de l'épée de bois, prix du jury du public de l'épée de bois, enfin voilà, on le repasse régulièrement. C'est le Wim Wenders, et pareil, donc on garde l'affiche, parce que je cite ce film parce que je pense que l'affiche on nous l'a demandé 2500 fois. Les films dont on sait qu'on les repassera pas nécessairement, comme à l'épée de bois, nous, on n'a pas, contrairement à d'autres cinémas, des capacités de stockage et d'archivage. On les met à disposition de notre public, là, dans un carton, je vous montrerai en sortant. Donc, ponctuellement, il y a des affiches qui sont à prendre, quoi, enfin, dans un carton. On fait ça aussi avec toutes les brochures qui sont passées. L'idée, c'est que pas mal de personnes font du scrapbooking, des trucs créatifs, donc même des brochures anciennes, elles peuvent être réutilisées, donc ça c'est chouette. Donc voilà ce que deviennent les affiches à l'épée. Grande majorité conservées, réaffichées. Les affiches jeunes publics, on les donne souvent à des écoles qui sont preneuses pour décorer les classes ou décorer les préaux, enfin voilà. On en donne ponctuellement à des associations caritatives qui font des lotos, des tombolas, mais en fait on en a peu. Donc comme je disais, on en a peu, donc voilà. Et enfin celles que voilà on n'a pas de nécessité à conserver ou qui n'ont pas été données par ailleurs, on les donne à nos spectateurs. D'accord. Alors, dans votre bureau aussi, il y a un joli tote bag avec When Harry Met Sally, quand Harry rencontra Sally. C'est une question qui me fascine et un agenda que je mène, c'est un combat que je mène toute seule. Que sont devenues les comédies romantiques, Camille? On n'en voit plus du tout. Il y en a plus du tout. Ouais, c'est vrai. Pourtant c'est un genre qu'on aime, à l'épée de bois. Mais c'est vrai que la comédie romantique, qu'est-ce qu'on a comme comédie romantique récente? Il y a eu il y a 4 Bridget Jones. Ouais. Il y en a 4, donc qui avait quand même bien marché. Mais c'est vrai que c'est un genre qui est un peu peut-être moins présent. Hein. Mais pourquoi? Il y a moins de comédie dans l'amour. C'est plus sombre maintenant. Oui, Parce qu'il y a je pense que c'est l'amour ouf qui a vraiment bien marché, qui est une belle histoire d'amour, mais ça n'est pas sur de la comédie. Non. Matérialiste. C'était pas non plus pas une comédie romantique. Pas drôle. Ouais. Du coup, ouais, c'est vrai. Est-ce que pourtant, alors nous, en tout cas, quand on m'a proposé Quand Harry rencontre Sally au moment du Nouvel An, super bien marché. Et justement, j'en profite pour saluer le travail de la Filmothèque Distribution qui a fait un très gros travail de goodies. Ouais. C'est un travail que les distributeurs faisaient beaucoup auparavant, qui est beaucoup moins fréquent maintenant pour des raisons de coût aussi. Hein. Toutes les filières du cinéma ont dû un peu se réajuster sur ces questions de coût. Mais là, la Filmo a fait Filmothèque Distribution un très gros travail et nous on est ravis. Justement, ça c'est les lots du prochain Ciné Quiz. Donc c'est super cool. Merci à la Filmo d'avoir fait ça et de nous avoir permis de pouvoir proposer des super goodies pour les prochains Ciné Quiz. Et alors on va rester dans la catégorie film. Quel film aimeriez-vous que le public voit au moins une fois dans sa vie? Voilà. Alors, donc, Le Seigneur des Anneaux. Non mais vraiment, il faut absolument voir la trilogie du Seigneur des Anneaux. De Peter Jackson, qui est quand même... Alors, moi j'ai aussi un grand tropisme science-fiction, donc je suis assez... je trouve que cette adaptation de Lord of the Rings, elle est vraiment réussie. Elle n'a pas pris une ride pour le coup. Non, franchement... qu'est-ce qu'il faut avoir vu? Il y a un film que je trouve magnifique, qui est un film qui s'appelle Faute d'amour, de Andrei Diagintiev, qui est un réalisateur russe. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire et les implications que ça a sur leur enfant. Et après, les émotions qu'on ressent, voilà, ce film, je l'ai vu au cinéma dans une très grande salle avec un magnifique écran. Le public tout le monde était un peu soulevé de son siège, donc ça m'a vraiment marqué. Je pense que l'émotion serait pas forcément la même si je l'avais vu à la télé chez moi avec l'éclair, enfin la lumière. Voilà. Mais en tout cas, j'avais
beaucoup réfléchi, et cette thématique du manque d'amour de manière générale, et je trouve très intéressante, et notamment au moment de l'enfance. Après, moi, je pense qu'il faut, voilà, avoir vu aussi Les Visiteurs. Enfin, je sais pas, je trouve ça hilarant, ce film. Enfin, je sais pas. Enfin, mais il y a tellement de bons films. Je suis une immense fan aussi, de comédie musicale, du travail qu'a pu faire Walt Disney aussi. Enfin, il y a tellement de bons films. Là, je cite ceux-là, mais ça pourrait être d'autres. Enfin, La prochaine question sera particulièrement difficile parce que ce sera, si vous deviez faire comme le Studio Galant et vraiment décliner une identité, quel film vous projetterez tous les jours, toute l'année? Bonne question. Alors, tous les jours, toute l'année, waouh. Un film, bon, déjà, on partirait sur quelque chose de léger, hein, et de plutôt marrant. Voilà, Rocky Horror Picture Show, il y a un truc génial. Puis il y a un truc où on peut interagir aussi. J'aime bien les films qui entraînent ça. En même temps, j'aurais envie que ce soit quand même un vrai bon film de cinéma. Enfin, qu'est-ce que ce serait? Je réfléchis dans les idées que j'ai. Non, mais je pense que je partirais complètement sur un truc de science-fiction, en fait, où on peut faire du cosplay. Qu'est-ce que je proposerais? Écoute, voilà, c'est une bonne question. Ouais, allez, je vais partir sur le Seigneur des Anneaux, peut-être. Hein, non, ou les Ghibli, là, je regarde dans mon bureau. Ouais, les films japonais aussi. Franchement, tout ce qui a été fait par le studio, par les studios Ghibli, par Miyazaki, ça, c'est vraiment chouette. Je viens aussi là-dedans. Dur de trancher. Hein. Je suis aussi assez fan des grosses comédies françaises, Les Bronzés, tout ce qu'a pu faire le Splendide. Dans les films américains aussi, il y a tellement de grandes choses. Ouais, j'arrive pas à répondre. Pardon. Joker. Bon, ça marche. Et est-ce qu'il vous arrive encore de regarder les films simplement comme spectatrice, ou est-ce que vous pensez toujours en termes de programmation et en termes de public? C'est une bonne question. Alors c'est sûr que quand on est dans ce métier, après on voit pas les choses tout à fait de la même façon. Je suis allée voir Goro samedi à l'UGC Montparnasse. Clairement, je me fais des réflexions que je me faisais pas du tout avant. Excellent accueil. Non, vraiment très bien. La salle était très bien, très propre. C'était donc vraiment des trucs de métier, ou par ailleurs, voilà, si je vais dans un cinéma et je me dis, là, il y a du popcorn par terre quand je suis rentrée au film, et il y en a toujours par terre quand je sors du film. Bon, voilà, je pense que je n'y prêtais pas attention autant avant, ça c'est certain. Il y a quand même des films que je vois en sachant qu'on va pas les proposer. Enfin, vraiment, alors moi je suis d'une cinéphilie la plus plurielle qui soit. J'adore les Avengers, et j'adore des films beaucoup plus niches des années 30. Enfin voilà. Donc quand je vais voir les Avengers, je sais qu'à l'épée de bois en général on proposera pas. C'est pas trop notre ligne édito, c'est pas trop ce que demande notre public. Même si on se ferme aucune porte, hein, mais il y a quand même des films où je sais que voilà, ça sera pas forcément dans nos salles. Donc ouais, voilà, non, c'est sûr que ça voilà, mais je pense comme quand quelqu'un qui bosse dans la restauration va au restaurant, ou enfin voilà quoi. Je pense qu'on est tous un peu biaisés par nos métiers quand on va quelque part. Alors, à quoi ressemble une journée type pour vous? Alors, journée type pour moi, il n'y en a pas vraiment. Le lundi, il y a le lundi, c'est la programmation, donc c'est toujours une journée assez intense pour ça. Franchement, j'ai pas de journée type. Hein. Là aujourd'hui, voilà, on a commencé. Donc aujourd'hui, j'ai commencé ma journée en appelant le plombier pour le WC que je n'ai pas réussi à réparer toute seule hier. J'ai pareil, j'ai commencé à faire un peu de communication pour l'épée de bois, donc il y a toute la dimension aussi, ça nous prend beaucoup de temps, et c'est un travail d'équipe, notamment mené par Marie qui s'occupe beaucoup de la communication chez nous. Donc j'ai commencé par faire de la com. Je me suis occupée de régler un problème technique de fuite. On fait l'enregistrement du podcast. Ensuite je m'occupe de faire l'accueil, la caisse, je suis en shift à l'accueil.
Ensuite, j'ai une réunion visio pour des gens qui nous font une proposition de programmation. On reçoit beaucoup de propositions de programmation. Je dois m'occuper de contacter les distributeurs pour programmer un cycle autour des Shambara, tout ce qui va être enfin c'est pas KPDP du coup, mais sabre et enfin des films japonais samouraï, voilà. Donc voilà, il faut que je me penche sur la programmation, il faut que je fasse les plannings. J'ai aussi beaucoup de comptabilité à faire. Aujourd'hui, on n'a pas de séance spéciale, sinon très souvent je suis là le soir en support. Par exemple, hier soir, on avait une séance spéciale du Ciné-Club Jukebox qui est proposée par Chloé, qui parle de musique. Elle a proposé Autour de minuit, un très beau film de Bertrand Tavernier. Donc voilà, là je viens, Chloé est là, elle présente son Ciné-Club, moi je viens en support. Lundi, avant-hier, c'était Gourmet P, donc là toute la soirée. Donc voilà, quand ça dépend s'il y a des séances spéciales ou pas. Si on a des scolaires ponctuellement, c'est pas très fréquent à l'épée, mais quand on a des scolaires, on introduit toujours les séances, faire vraiment en sorte que quand on a des écoles qui viennent, la séance elle est voilà hyper accompagnée. Je vais pas énumérer toutes les tâches possibles, mais voilà, il y a pas trop de journées types. Ok. Et quel est votre premier geste ou rituel en arrivant au travail? Regarder la propreté. Ok. Pour moi, ça c'est ultra important dans l'expérience spectateur. Je fais un tour des salles, tour des toilettes. On a une équipe d'entretien, hein, donc c'est nickel. Mais parfois j'arrive pas le matin, si j'arrive et qu'il y a eu des séances, je vais toujours, ça va vraiment être mon premier réflexe. Qu'est-ce que ça reprend toujours ceux qui découvrent votre métier? Je dirais la pluralité de nos tâches, le fait qu'il faut être super polyvalent, quoi. Et votre plus beau souvenir dans ce métier? Mon plus beau souvenir, j'aurais du mal à franchement en garder un, mais ce qui m'enchante, ce qui me bouleverse, c'est de voir des gens créer des petites communautés éphémères chaque jour dans une salle de cinéma, voir des gens qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam se parler, voire même aller prendre un café parce qu'ils ont été bouleversés par un film. Voilà, ça c'est ce qui me fait me lever le matin. Et à l'inverse, un moment difficile où vous avez lutté? Alors, il y en a des moments difficiles, hein, on va pas se cacher. Ce qui m'éreinte, je dirais, le plus dans mon métier, parfois, c'est certaines relations avec des prestataires. Il y a des prestataires avec qui ça se passe très très bien, avec qui c'est un bonheur, et d'autres avec qui c'est plus difficile. Et je suis pas à l'aise dans le conflit, et c'est pas une bonne énergie, enfin, je pense pour personne. Et en fait, de devoir parfois être obligé de se mettre en colère, être obligé de taper du poing sur la table pour avoir des services qui seraient en fait la base, enfin la norme, m'éreinte beaucoup. En fait, nous, on met énormément de cœur à l'ouvrage dans ce qu'on fait, et c'est vrai que parfois on retrouve pas ça, et c'est difficile. Enfin, donc ça, c'est pas un mauvais souvenir, et je dirais pas que j'ai un mauvais souvenir, et de toute façon, voilà, c'est pas pareil, ça sert à rien de se cristalliser un mauvais souvenir. De toute façon, on avance, on travaille, mais ça, c'est, je dirais, une composante difficile du métier, c'est faut faire, c'est parfois difficile d'être entendu. Pareil, en plus, hein, bon, faut faire ses preuves aussi parfois, donc c'est un peu difficile parfois je dirais que c'est ça la difficulté du métier. Est-ce qu'il y a des clichés qui circulent sur le métier? Est-ce qu'il y a des clichés qui circulent sur le métier? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des clichés? C'est une très bonne question, hein. Je dirais, alors ça, peut-être dans les clichés, donc moi, ce que j'ai pu ressentir quand j'ai repris l'épée de bois qui était un peu porté parfois par certaines personnes du public, c'est que le cinéma à essai un peu indépendant, petite salle comme l'épée, est un peu vieillissant et propose toujours des films hyper niche, un peu un élitisme de cinéma. Ça, c'est un truc que j'ai pu ressentir. Et pour le coup, à l'épée, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On n'a pas du tout cette approche académique du cinéma. On n'a pas du tout. Il y a cette cinéphilie-là qui est hyper, très académique.
c'est pas le prisme par lequel on aborde la cinéphilie. Ok. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire ce métier? Alors, attachez vos ceintures. Donc le métier, donc petite chose que je précise, dans mon métier, il y a une composante particulière, c'est que je suis à la fois l'entrepreneur. Ouais. J'ai racheté le fonds de commerce, donc il y a cette responsabilité-là qui est que moi j'ai un très gros crédit à rembourser, la responsabilité de verser les salaires à mon équipe, voilà. Donc il y a cette dimension-là qui est une très importante charge mentale. Et la dimension du métier qui est le métier d'exploitante. Donc ce métier-là, on peut le faire en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Donc quand on le fait en tant que salarié, c'est déjà très exigeant, mais il y a pas la dimension entrepreneuriat. Où je vous disais, j'ai l'impression d'être d'astreinte en permanence. Bon, on remarque, ça peut aussi se retrouver dans des métiers de direction en tant que salarié. Donc ce que je donnerais comme conseil, pour résumer, c'est il va falloir que votre vie, faut être assez prêt à ce que votre vie, elle soit quand même très organisée autour de votre métier. En tout cas, moi, à l'échelle aujourd'hui à laquelle on est une très très petite équipe. Hein, on aimerait être plus nombreux, mais encore une fois, on est toujours dans ces logiques de gestion on n'a pas la possibilité pour l'instant de recruter. Donc voilà, là, c'est un investissement moi qui est total. Enfin là, les jours où je ne viens pas à l'épée de bois, honnêtement, je les compte sur les doigts d'une main en un an. J'ai pris en tout et pour tout en 2024 10 jours de congé hors de Paris, 10 jours en 2025. C'est un choix de vie. En fait, c'est ça le conseil. C'est soyez prêts à faire un très très gros choix de vie. Mais je pense que c'est vrai pour l'entrepreneuriat, c'est vrai pour des gens qui ont une boulangerie, qui ont un restaurant. Enfin, c'est un investissement qui est énorme. Avoir un lieu qui accueille du public, qui est ouvert tout le temps, c'est... Alors, est-ce qu'il y a une tradition, un savoir-faire que vous aimeriez préserver? Alors, je pense que c'est un métier que tout le monde peut faire, mais je pense que c'est un métier, pour le faire bien, il faut très sincèrement aimer les gens. Oui. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que, je sais pas si on l'apprend. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'il faut préserver. Nous, on essaie vraiment toujours de garder des yeux émerveillés, de porter un regard toujours très bienveillant sur les personnes qu'on accueille, en fait. Et de toute façon, les personnes qu'on accueille sont dans une immense majorité adorables et hyper positives et tout. Donc notre métier est quand même très facilité par ça. Mais voilà, c'est pas vraiment un savoir-faire. Mais une tradition. Mais c'est une tradition. Et c'est un élément, mais pour moi, mais qui est ultra clé du métier. Et honnêtement, ça, je sais que tous les exploitants de salles n'auront pas la même réponse. Mais pour moi, ça prime sur la cinéphilie. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être extrêmement calé sur toute la cinématographie française de tous les temps et si on n'aime pas les gens et qu'on sait pas accueillir quelqu'un, en fait l'expérience de cinéma elle est détériorée pour le public. Qu'est-ce que ce métier a changé en vous comme personne? Oula, alors ça franchement déjà je suis devenue tellement bricoleuse, franchement je suis bluffée quoi. Franchement là en termes d'électricité, de plomberie, la courbe de progression, elle est exponentielle en 2 ans. Je suis partie de 0 à... Franchement, si vous avez un petit problème de WC, n'hésitez pas à m'appeler. Bon, là, j'ai pas réussi hier, après y avoir passé 3 heures, mais... Non, ça, c'est le premier truc qui a changé. Et non, blague à part, ce qui a changé, c'est que... j'ai énormément, ça aide à prendre confiance en fait, à prendre de l'assurance. J'avais peur de pas être, j'ai toujours, on a tous toujours peur, je pense de ça, de pas être à la hauteur, d'être un peu une fraude. C'est ce que maintenant beaucoup de trucs de développement personnel appellent le syndrome de l'imposteur. Mais c'est vrai que j'avais peur. Je me disais. Oui, mais attends, mais t'es pas t'as pas fait une fac de ciné, t'as pas fait la Fémis, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Voilà, donc ce que ça a changé, c'est qu'en fait c'est pas ça en fait pour moi ce qui va être le plus important. J'ai pris confiance quoi, et puis j'apprends à dire non. Voilà, j'étais très mauvaise sur ça et ça j'ai bien fait des progrès. Alors, on a une question classique dans le podcast qui est si votre métier était une image, laquelle ce serait? Pour vous, on va faire une dérogation. Si votre métier était un film, lequel ce serait? Ah, purée, c'est une bonne question, hein.
Le destin de Camille? Je sais pas, le métier d'exploitant en un film. Bah voilà, alors moi j'ai vraiment cette scène de Mary Poppins où il y a l'homme orchestre qui fait tout. Il y a ça. Je dirais, je sais pas, le magicien d'Oz de Fleming. Il y a toute cette dimension ultra magique, onirique, on touche au rêve, et en même temps avec beaucoup de difficultés, c'est un truc un peu pas mal d'épreuves, enfin c'est un nom en narration, pardon le nom m'échappe, mais d'épreuves, le héros est soumis à de nombreuses épreuves et puis la fin est heureuse, enfin voilà, donc je dirais ça. Et comment voyez-vous l'avenir de ce métier dans 20 ans? Alors moi je suis hyper optimiste, mais évidemment je suis peut-être biaisée, parce qu'évidemment je prêche pour ma paroisse, comme on dit, comme dit l'adage. Pour moi, le cinéma, la salle de cinéma, parce que le cinéma, la sémantique française fait que le cinéma, ça désigne à la fois les films et la salle. Donc là, si je parle de la salle de cinéma, mais toutes les semaines, je vois des articles qui prédisent un peu la fin de cette offre. Et en fait, quand j'en parle avec des personnes retraitées aujourd'hui, elles me disent mais notre fin, elle a été prédite, mais tout le temps, tous les ans. Il y a eu la VHS, il y a eu le DVD, il y a eu le Blu-ray. Le Blu-ray, c'était soi-disant, ça y est, c'est la fin. C'est tellement qualitatif, plus personne n'ira au cinéma. Mais en fait, les gens, ce qu'ils viennent chercher au cinéma, c'est une expérience un peu communautaire, c'est un partage, c'est un souvenir, c'est un moment en famille. Moi, je vois des parents amener leurs enfants, ça n'a rien à voir avec regarder un DVD chez soi, c'est pas du tout la même chose. C'est encore le cinéma, la salle de cinéma, quelque chose qui est glamour, quelque chose qui est qui est à part. C'est dans plein de films aujourd'hui le premier date. Dans La La Land, ils vont voir un film. Et j'ai tellement de jeunes ados qui viennent et c'est leur premier date, mais ça me bouleverse. Et en fait, quand ils diront, enfin, si je pars dans des trucs, mais s'ils ont des enfants et qu'ils disent à leurs enfants, notre première sortie c'était au ciné, c'est trop mignon. Enfin, c'est du coup. Donc voilà, donc je suis très optimiste sur la salle de cinéma qui restera un lieu clé. Donc je suis confiante sur l'avenir de notre métier. On ne reviendra pas à ces temps bénis pour la salle de cinéma où les gens venaient voir les infos tous les jours dans leur salle de quartier. Donc ça, on n'y reviendra pas, on est bien d'accord. Mais j'aimerais aussi qu'on ne devienne pas un spectacle comme à Broadway. C'est-à-dire que ça reste aussi une habitude un peu plus quotidienne que d'aller voir un vrai spectacle. Là, c'est vrai qu'on est obligé de déployer des gros efforts d'événementialisation et d'animation, justement pour proposer une expérience un peu qui va au-delà de la séance, mais j'ai aussi envie de défendre la séance. La séance où en fait il y avait rien de particulier, mais les gens ils se sont quand même retrouvés dans une salle et ils se sont quand même parlé. Voilà. Donc voilà, mais je suis optimiste. Ok. Quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? De moi spécialement Camille. Oh là, que j'étais accueillante. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.